Alors bonsoir chers élèves de troisième année. Alors pour cette vidéo, normalement je l'ai consacrée pour l'essentiel du cours et des unités que vous avez pendant l'examen. Alors ce que vous devriez retenir pour l'examen régional SVT du cycle international. Alors pour le système nerveux, vous devriez en savoir les éléments suivants. Les constitutions du système nerveux. Le système nerveux, normalement, il est constitué par deux grandes parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Pour le central, il y en a deux centres nerveux essentiels, c'est le cerveau et la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique est constitué par les nerfs. Vous avez 31 paires de nerfs rachidiens et 21 paires de nerfs crâniens. Alors, les activités nerveuses que vous devez savoir, normalement, la première des choses, on doit savoir dans une phrase ou bien dans une activité de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la sensibilité consciente, ou bien de la motricité volontaire, ou bien d'un réflexe. Donc, commençons par la sensibilité consciente. Les deux choses qu'on doit savoir, ce sont les organes qui interviennent et puis le sens de l'influx nerveux dans chaque activité nerveuse. Alors, pour les organes qui interviennent dans la sensibilité consciente, on doit avoir un récepteur sensitif, des nerfs sensitifs qui transmettent l'influx nerveux et un centre nerveux qui va analyser l'influx nerveux qui arrive à ce centre-là. Donc, le sens de l'influx nerveux, on doit avoir, comme on a dit tout à l'heure, un récepteur sensitif. Ce sont les organes de sens, la peau, le nez, la langue, l'oreille et l'œil. Ces organes-là, normalement, ils reçoivent des excitations du milieu extérieur. La peau, la chaleur, le froid, la pression, le nez, les odeurs, la langue, les aliments, l'oreille, le son. Et puis l'œil, c'est la lumière qui va être un excitant. Donc après cette réception de l'excitation, on doit avoir des nerfs qui vont transmettre et transporter l'influx nerveux de ces organes de sens vers un centre nerveux sensitif. Il y en a 5 centres. Bon, un exemple de cette activité nerveuse, c'est la vision. Donc l'excitation et puis la formation de l'image sur la rétine renversée. Et puis un conducteur sensitif, c'est le nerf optique arrivé au niveau de l'aire visuelle qui va analyser cet influx nerveux et le transformer en sensation. L'activité nerveuse deuxième, c'est la motricité volontaire. Donc toujours c'est la même chose, on doit savoir les organes intervenants et puis le centre nerveux moteur, les nerfs moteurs et la moelle épinière, puis l'effecteur moteur. Donc le sens de l'influx nerveux, ça fait départ de l'aire motrice, comme vous le savez, qui se trouve en avant du sillon de Rolando. Il va traverser la moelle épinière par les nerfs moteurs, arriver au muscle qui est l'organe effecteur de mouvement. Pour les réflexes, c'est-à-dire des mouvements involontaires, les organes intervenants, on doit avoir un récepteur sensitif, un conducteur sensitif, la moelle épinière qui va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur, un conducteur moteur qui va transmettre les flux nerveux moteurs vers le muscle qui est l'organe effecteur. Donc les schémas suivants nous indiquent le trajet de l'influx nerveux pendant l'influx. Voilà. Donc au niveau de la peau, il y a l'excitation qui va normalement la naissance de l'influx nerveux ici, qui va être transmis par les nerfs rachidiens, par la racine postérieure qui est transmise l'influx sensitif au niveau de la moelle épinière. Et puis transformation de cet influx nerveux sensitif en influx moteur qui va arriver au niveau du muscle par la racine antérieure. Donc le trajet suivi par l'influx nerveux dont les réflexes, on appelle un arc réflexe, ça ressemble à un arc. Et puis vous avez le rôle du muscle dans la réalisation du mouvement, besoin de l'activité. Le muscle a besoin de quoi pour obtenir d'énergie pour se contracter, bien pour faire une activité. Donc on va faire une comparaison entre l'air qui entre dans le muscle et le sang qui va sortir, et on va faire la comparaison. De cette comparaison là, on conclut qu'il y a une diminution de la consommation de glucose ainsi que de dioxygène. Ça veut dire que le muscle a besoin de ces deux éléments pour produire de l'énergie. Mais ici, pour le muscle en activité, c'est la même chose, mais la consommation de glucose et de dioxygène est plus grande. Ça veut dire que le muscle, vraiment, il a besoin de ces éléments pour produire de l'énergie. L'image suivante nous montre que au niveau du muscle, il y a l'oxydation de glucose, d'un nutriment, pour la production de l'énergie, ainsi du gaz carbonique qui sera éliminé par le sang, et une partie de cette énergie sous forme de chaleur
qui n'est pas utilisable. Donc, deuxième partie que vous devrez savoir, ce sont les microbes, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Donc, pour les microbes, vous devriez normalement retenir qu'il y a 4 groupes. On va les voir après. Donc, l'immunité naturelle et puis l'immunité spécifique. Commençons par les microbes. On doit savoir qu'il y a normalement 4 groupes, 4 catégories de micro-organismes qui sont les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques ainsi que les virus. Donc normalement nous vivons dans un milieu où il y a plein de microbes, que ce soit utiles ou pathogènes. En parlant ici des microbes pathogènes, notre corps il est protégé. On ne trappe pas toujours la maladie lorsqu'on est en contact avec le sol ou bien avec l'eau ou bien avec l'air. Donc il y a quelque chose qui nous protège. Donc si on voit notre corps, il est protégé par la peau tout entier. Mais il y en a des endroits où l'air peut pénétrer, ce que là, on les appelle les ouvertures naturelles. Donc la peau elle consiste par des cellules qui normalement empêchent l'entrée de l'air qui est plein de microbes. Mais au niveau de l'œil, au niveau des oreilles, au niveau du nez, au niveau de la bouche, il y a un passage de l'air. Donc comment notre corps nous protège. Donc comme on voit dans cette image-là, la peau normalement ainsi que les cils, les sourcils, les points au niveau du nez, ce sont des barrières mécaniques qui empêchent l'entrée et qui arrêtent les microbes d'entrer dans notre corps. Mais si au niveau de l'œil, l'air pénètre qui est plein de microbes, on a les larmes normalement qui un milieu acide qui vont tuer les microbes. Lorsqu'il entre dans le nez, aussi c'est la même chose, un mucus qui va le tuer. Entrer dans l'estomac, il y a l'acidité, un pH qui est inférieur à 7, c'est un acide qui va ici, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des barrières qui sont nommées chimiques. Donc ici, si normalement ces barrières-là, surtout la peau, est attaquée par une blessure ou bien par une épine, les microbes vont trouver un endroit où se proliférer. Dans ce cas-là, comment notre corps réagit. Donc voilà les étapes de la réaction inflammatoire. Le début, puis la seconde, on voit ici qu'il y a un gonflement et il y a une rougeur à l'extérieur et des douleurs. Comment peut-on expliquer tout ça? Donc la lésion de la peau, initiation de la réaction inflammatoire. Deuxièmement, il y a la diapède, c'est-à-dire la sortie des polynucléaires à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Donc une vasodilatation, c'est une dilatation des vaisseaux sanguins et perméabilité des vaisseaux sanguins, migration des phagocytes. Et puis il y a phagocytose des antigènes qu'on va voir en détail. Donc voilà les étapes. Premier, on a les rougeurs, on a le gonflement, ce sont des signes de la réaction inflammatoire. Donc la rougeur est due à la dilatation des vaisseaux sanguins, le gonflement est dû à la sortie du plasma et à la chaleur bien sûr au sang qui normalement circule lentement au niveau de la plaie. Donc voilà les étapes de la phagocytose. Le début, le polynucléaire qui se transforme en phagocyte va s'approcher de la bactérie ou bien de l'antigène qui est entré dans la plaie. Puis il y a ingestion, c'est-à-dire formation des faux pieds pour faire engloutir les microbes à l'intérieur. Puis il y a à l'intérieur de polynucléaire des vésicules pleines de enzymes digestifs, par exemple la lysosome. Et après la digestion, il y a le rejet de déchets. Donc on vient de terminer la première barrière anatomique, c'est le phénomène de phagocytose qui est une défense naturelle immédiate et non spécifique. Donc immédiate, c'est-à-dire directement après l'invasion de la peau ou bien la blessure, il y a les polynucléaires ou bien les phagocytes qui vont détruire les microbes. Non spécifique, c'est dirigé vers n'importe quel antigène qui rentre, que ce soit un virus, que ce soit bactéries, protozoeuses ou tout ça. Alors il est immédiate, c'est-à-dire il s'effectue directement après l'infection microbienne. Non spécifique, c'est-à-dire il est dirigé, il s'effectue quel que soit l'antigène, et inefficace parce que normalement elle peut échouer à lutter contre certaines bactéries. Par exemple, il y a des bactéries qui se multiplient à l'intérieur de ces polynucléaires et elle la détruit elle-même. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un autre moyen de défense immunitaire. Maintenant, voyons voir l'immunité spécifique qui est normalement de la première, c'est à médiation ou bien à voie humorale, et la deuxième, à voie cellulaire qu'on va voir par la suite. Donc ici, vous avez
un ensemble de lymphocytes T. Il y a une infinité de lymphocytes T. Tant qu'il y a des microbes à l'extérieur, il y a de lymphocytes T. Chacune, il a un récepteur à la surface qui est capable de reconnaître l'antigène qui va entrer à l'intérieur de notre corps. Donc, ce ne sont pas toutes les lymphocytes qui vont s'introduire, mais l'une qui a reconnu l'antigène, c'est elle qui va travailler et fonctionner de la manière qu'on va voir. Donc, la première des choses, lorsqu'il reconnaît l'antigène, il y a une multiplication, puis il y a une différenciation. Le premier groupe, ce sont des lymphocytes mémoire qui vont se former, qui ont une durée de vie longue, très longue, qui vont retenir la forme de l'antigène qui est entré dans le corps, alors que le deuxième groupe, il va se transformer en plasmocytes qui vont produire des anticorps spécifiques qui vont se rattacher à l'antigène qui est entré dans le corps, et après, il va venir les macrophages qui vont détruire tout ça. Donc voilà l'image toute entière. La première étape, c'est la sélection d'un clan, c'est-à-dire d'un élément qui va s'introduire, puis la prolifération, la multiplication, puis la différenciation lymphocytes T1 et en lymphocytes mémoire. Donc l'immunité spécifique à médiation cellulaire qui va s'introduire dans ce cas-là. Donc il y en a 3 cas dont lymphocyte P ne peut pas intervenir. C'est le cas des virus. Lorsque un virus entre dans notre corps, il va s'installer à l'intérieur des cellules. Lymphocyte T ne peut pas le reconnaître, ce sont les lymphocytes T. Ou bien le cas des cellules cancéreuses, ou bien dans le cas des cellules, des bactéries intracellulaires. Comment ça se fait l'invasion? Comment ça se fait la lutte contre ces 3 éléments, 3 antigènes? Donc voilà, ici vous avez une cellule qui est infectée. Voilà le lymphocyte qui s'approche de cette cellule infectée. Puis il va sécréter une substance chimique qui s'appelle la perforine. Et puis il va l'éclater. Donc multiplication lymphocyte T et sa différenciation en, bien sûr, des cellules T mémoire et d'autres cellules qui vont s'attacher à la cellule infectée, puis perforer la membrane par la perforine, et puis cette cellule infectée, il va éclater. Voilà, donc le lymphocyte T libère des substances, la perforine, capable de perforer la membrane, de trouer la membrane de la cellule infectée qui éclate et meurt. Observation microscopique montrant une cellule infectée lors de sa destruction. Donc la liste, c'est-à-dire la destruction de la cellule cible. Phagocytose de la cellule détruite par les phagocytes. Donc la phase finale, c'est la phase effectrice. Donc voilà un antigène. Bon, on vient de parler de l'immunité isolée, mais en réalité, il n'y a pas un travail isolé, indépendant, mais il y a une coopération entre toutes les cellules immunitaires. À partir, ou bien le début, c'est le macrophage qui va présenter l'antigène à la surface de la membrane cytoplasmique au lymphocyte, normalement au lymphocyte T4, qui va activer les 2 lymphocytes T et B. Donc le lymphocyte T4, une fois sensibilisé par les phagocytes, il va normalement activé par des produits chimiques qui s'appellent l'interleukine, les lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiques et les lymphocytes T qui vont se transformer en lymphocytes T8 et TC cytotoxiques qui vont faire éclater la cellule cible infectée par des virus ou bien par des bactéries. Et voilà, merci de votre attention, à la prochaine fois, Inch'Allah.